Eh bien, chers amis, nous allons commencer cette conférence qui nous est donnée par M. Stéphane Schmidt, qui actuellement édite l'histoire naturelle, générale et particulière de Buffon. Il nous en parlera peut-être. Il travaille sur ce projet depuis de longues années et a déjà préparé 12 des 37 volumes de Buffon. Alors, Monsieur Stéphane Schmidt est directeur de recherche à l'université de Paris Diderot. Et je pense qu'il saura mieux que moi vous situer ses travaux et ainsi vous situer aussi son exposé de ce soir. Enfin, nous le remercions infiniment d'avoir accepté très aimablement de venir nous parler ce soir. Merci Madame la Présidente. Et merci surtout pour cette invitation qui me donne l'occasion de voir ce beau lieu que je n'avais jamais vu, alors que pourtant j'ai habité très près d'ici pendant quelques temps. Voilà, donc je suis venu vous parler de Buffon. Alors, probablement tout le monde parmi vous a entendu parler de Buffon, peut-être pas avec beaucoup de détails, car il est vrai que depuis quelques décennies, il a un petit peu disparu aussi bien des programmes de français, par exemple, dans le système scolaire, que du paysage scientifique. Pourtant, à la fin du XVIIIe siècle, et ça a duré encore un certain temps après, c'était un personnage considéré comme majeur. Pour vous en donner une idée, je vais vous lire un extrait qui est paru juste après sa mort dans la Correspondance littéraire. La Correspondance littéraire, c'était une revue manuscrite qui était distribuée à quelques personnalités très importantes partout dans l'Europe. C'est une sorte d'organe des VIP, si je peux me permettre cette expression, de l'époque. Et donc voilà ce qu'on y trouvait en avril 1788. Monsieur le comte de Buffon est mort mercredi 16 avril à 2h du matin. S'il a survécu à tous ces systèmes, son génie survivra plus longtemps et plus sûrement à tous ceux qui se sont élevés et s'élèvent encore sur leurs superbes débris. Il vient de fermer la barrière du plus beau siècle dont puisse s'honorer la France. Voilà, donc cet éloge reflète bien la position de Buffon à son époque, qui est considérée, donc, à la veille de la Révolution, comme l'une des 4 grandes lumières de son siècle, à l'égal de Voltaire, Montesquieu et Rousseau. Non, j'ai un problème d'envoi. On va revenir sur le fichier. Vous pouvez sortir je crois qu'il faut faire échappe. Et en fait, quand on revient dessus, après, ouais, ça... Bon, voilà. après, c'est bon. Vas-y. Diapo. C'est ça. Voilà. C'est bon. Mais si jamais ça saute... D'accord, je sais pas. Vous le voyez ici, l'un de ses plus célèbres portraits qui est conservé aujourd'hui au musée de Montbard, donc Montbard dont Buffon était originaire. Pour reprendre un mot d'un célèbre auteur anglais de l'époque, Hume, Buffon y est vêtu comme un maréchal de France, ce qui traduit bien son statut social à l'époque. Donc, je vous disais à l'instant, c'est un personnage qui est considéré comme l'une des principales figures intellectuelles de son temps au moment de sa mort. Alors, aussi bien, il faut le dire, en tant que savant, en tant que scientifique, qu'en tant qu'écrivain. Parce que Buffon est réputé de son temps comme l'une des plus grandes plumes de son siècle, aussi bien que, je le disais, Voltaire, Montesquieu ou Rousseau. Et de fait, sa gloire littéraire a perduré par la suite très longtemps, on peut dire au milieu du XXe siècle, et il a exercé une influence absolument considérable sur des auteurs comme Flaubert ou Balzac au XIXe siècle, donc assez longtemps après tout de même, influence qui est probablement encore sous-évaluée aujourd'hui, que les spécialistes de l'histoire de la littérature ne font que redécouvrir petit à petit. De même en sciences, son influence a été importante, mais elle s'est
fanée, elle s'est flétrie un peu plus vite que sa réputation littéraire. Dès le début du XIXe siècle, on a commencé par le critiquer. On trouve un petit peu des éléments de cette critique dans l'éloge que je viens de vous lire, quand l'auteur parle des systèmes de Buffon, c'est-à-dire, dans le langage de l'époque, ses spéculations. Donc on lui a reproché un petit peu, dès le début du XIXe siècle, d'avoir été trop prompt à faire de grands systèmes, de grandes théories qui n'étaient pas toujours suffisamment étayées par des faits. Et cette critique a eu tendance à s'imposer beaucoup au XIXe siècle, et elle a contribué au déclin de la réputation de Buffon dans ce domaine. Réputation qui a quand même reconnu à certains moments des sursauts, mais qui globalement s'est peu à peu éteinte. Alors aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, le rôle des historiens consiste à essayer de comprendre pourquoi Buffon était considéré comme quelqu'un d'aussi important au moment de sa mort, juste avant la Révolution, et essayer donc d'établir quelle a été son influence sur la culture, la science et la littérature française de cette époque. Alors, pour commencer, je vais déjà vous donner quelques éléments biographiques sur ce personnage. Donc Buffon est né à Montbard, en Bourgogne. Oui, ici une vue du village, enfin de la petite ville, qui n'a pas énormément changé depuis. Il est né dans une famille bourgeoise, de petite noblesse de robe, on pourrait dire. Et donc, comme c'était de coutume dans ce milieu familial à l'époque, il a fait ses études chez les Jésuites, au collège des Gaudrans, à Dijon. Et puis, on le destinait à faire comme tout le monde dans sa famille, c'est-à-dire des études de droit à la faculté de Dijon, puis il serait probablement, s'il avait suivi ce chemin, il serait probablement devenu magistrat, président peut-être, au Parlement de Dijon. Mais assez rapidement, Buffon s'est rendu compte qu'il n'était pas fait pour ce destin. Et très vite, il s'est intéressé à d'autres domaines, et particulièrement aux sciences. Alors au départ, pas tellement aux sciences de la vie, pas tellement aux sciences naturelles, mais plutôt aux mathématiques. Et plus particulièrement à deux choses qui étaient très nouvelles à cette époque-là, qui était le calcul infinitésimal, qui venait d'être introduit par Newton et Leibniz, respectivement, en Allemagne et en Angleterre, et d'autre part au calcul des probabilités, qui était aussi quelque chose d'assez neuf. Et donc Buffon, très vite, donc alors qu'il était encore jeune, il venait tout juste de quitter l'université, avant d'avoir achevé ses études de droit, donc, s'est passionné pour ces domaines. Il a commencé à lire des livres, naturellement, à entrer en correspondance avec d'autres savants de son époque, notamment un célèbre mathématicien de l'époque qui s'appelait Gabriel Cramer, qui vivait à Genève. Et c'était souvent comme ça à l'époque qu'on faisait son chemin en sciences, parce qu'il n'y avait pas de formation scientifique aussi complète qu'aujourd'hui. Il y avait les facultés de médecine, bien sûr, mais c'était très spécialisé. Sinon, on se débrouillait pour apprendre des sciences. Alors probablement, Buffon en a appris un petit peu au collège des Gaudrans, mais vraiment les bases. Et donc, il a dit se débrouiller par lui-même. Alors, donc par ses lectures, je le disais, mais aussi par ce réseau de correspondance qui était quelque chose d'extrêmement important au XVIIIe siècle. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit par rapport à aujourd'hui, où les communications évidemment ne sont pas du tout les mêmes. À l'époque, le fait d'échanger des lettres avec des personnalités partout en Europe, ça servait vraiment à former les gens. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Buffon. Il a échangé des problèmes, par exemple avec Gabriel Cramer. Ils se proposaient l'un l'autre des problèmes, ils s'envoyaient les solutions, ils se commentaient leurs solutions l'un l'autre, etc. Et donc Buffon, de cette manière, est entré dans une sorte de sous-partie de la République des lettres, c'est comme ça qu'on appelait ce réseau à l'époque, cette sous-partie étant ce que je pourrais appeler une République des savants, qui était comme ça dispersé à travers toute l'Europe et qui fonctionnait par ces réseaux de correspondance. Et donc Buffon est rentré dès les années 1720, donc il avait une vingtaine d'années à ce moment-là, dans ce réseau. Alors il a aussi mené apparemment un peu une vie de patachon à cette époque, il a bien profité de sa jeunesse, il a fait un petit tour de France, il a voyagé aussi en Italie en compagnie d'un aristocrate anglais. Et puis, de retour en France, il a décidé
prendre les choses de manière plus sérieuse et de vraiment faire carrière en sciences. Alors là, à l'époque, il n'y avait pas 36 manières en France de faire carrière, surtout dans un domaine aussi particulier que les mathématiques. Il fallait rentrer à l'Académie royale des sciences. Alors l'Académie royale des sciences n'était pas du tout l'équivalent des académies d'aujourd'hui, qui sont plutôt des endroits où on entre en fin de carrière, quand on a déjà fait ses preuves dans tel ou tel domaine scientifique. À l'époque, l'Académie royale des sciences, ça ressemblait un petit peu, si on veut, au CNRS d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était une sorte d'institut de recherche, où on rentrait assez jeune et où on faisait de la recherche. On produisait tous les mois, tous les 2 mois, des mémoires qui étaient publiés. Et donc, c'était vraiment une institution extrêmement active, extrêmement productive sur un plan scientifique. Et donc, Buffon, grâce à ce réseau qui s'est constitué dès les années 1720, parvient à entrer à l'Académie royale des sciences en 1734, en janvier 1734, en tant que mathématicien, plus exactement mécanicien, comme on disait à l'époque, ce qui voulait dire spécialiste de mécanique, qui était réputé donc une branche des mathématiques. Donc ça, c'est en 1734. Buffon, alors, va se consacrer, comme tout académicien, à une diversité de travaux. Donc, autant aujourd'hui les gens sont spécialisés dans un domaine extrêmement précis, autant à l'époque l'éventail de travaux que pouvait accomplir un scientifique donné était large, et c'est ce qui se passe dans le cas de Buffon, puisque rentré en tant que mathématicien, il va se consacrer des travaux très divers, par exemple sur la culture des forêts, la manière de gérer les forêts, qui sont des domaines donc très utilitaires à l'époque, très, très pratiques. Buffon installe une pépinière à Montbard, là où il a toujours des attaches, pour étudier ces phénomènes. Je vous ai mis ici pourquoi je montre le Louvre? Parce que l'Académie des sciences, à cette époque, se trouvait au Louvre. Elle a été déménagée beaucoup plus tard. Ici, vous avez un tableau célèbre où on voit Colbert présenter les membres de l'Académie des sciences à Louis XIV, donc c'est évidemment plusieurs décennies avant Buffon. Mais ça montre aussi l'intérêt que le pouvoir royal avait pour cette institution qu'il a beaucoup protégée et subventionnée. Ici une image de... Pareil, donc on est plutôt dans la période Louis XIV, sous le règne de Louis XIV, mais on voit ici une célèbre gravure représentant une dissection qui était pratiquée à l'Académie royale des sciences, donc ce qui montre bien que c'était une institution où on travaillait, on faisait des travaux très précis d'anatomie, de mathématiques, d'astronomie, etc. Donc Buffon, je vous le disais, fait des choses assez diverses, donc il étudie les forêts. Il y a une chose assez importante qu'il étudie dans ces années-là, donc dans les années 1730, ce sont ce qu'on appelle les miroirs ardents. Alors les miroirs ardents, vous savez, vous avez sans doute entendu parler de cette histoire d'Archimède. On raconte donc que Archimède, dans l'Antiquité, avait été parvenu à faire enflammer des voiles de navires ennemis à distance grâce à des miroirs ardents. Alors ça, c'est raconté par les auteurs anciens, et on s'est longtemps demandé si c'était une légende ou si c'était possible. Et donc il y avait eu toutes sortes de travaux qui avaient été accomplis, notamment au XVIIe siècle, par Descartes sur ce sujet. Descartes disait, sur des bases théoriques, pour lui, c'était pas possible. Et donc Buffon reprend ce problème, il construit des miroirs ardents. Donc vous voyez ici une planche représentant ces miroirs ardents qui ont été fabriqués sous son contrôle. Et il montre qu'en fait, on peut effectivement enflammer des objets à distance. Ici, une représentation d'une expérience publique grâce à ces instruments. Alors, en fait, on voit ici quelque chose de sociologiquement assez intéressant sur la science de l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence à l'époque, comme on pourrait le croire aujourd'hui, entre une science fondamentale et une science appliquée. À l'époque, ça n'a pas de sens. Quand Buffon fait ses expériences sur les miroirs ardents, c'est à la fois pour lui une manière de peut-être développer des applications pratiques, mais c'est aussi une manière de comprendre ce que c'est que la lumière et la chaleur. Des choses qui sont évidemment peu connues à l'époque, sur lesquelles il y a beaucoup de théories qui s'affrontent. Et donc, pour Buffon, ça a un intérêt théorique, ces expériences. Ça n'a pas qu'un intérêt pratique. Alors, ça a un intérêt théorique, c'est un intérêt pratique. Ça a aussi un troisième intérêt qui, là encore, est peut-être un petit peu dérangeant
par rapport à notre conception actuelle de la science, c'est que ça sert à faire des spectacles. Et là, vous voyez bien que, bon, c'est une gravure, je pense, qui est assez tardive, hein, mais enfin qui représente assez bien ce qui pouvait se passer à l'époque, c'est-à-dire que ces expériences elles étaient réalisées en public, et notamment l'expérience sur les miroirs ardents, Buffon l'a réalisée en présence du roi. Enfin, il a organisé une séance en présence du roi, et si vous voulez, c'était une manière de à la fois vulgariser, si on veut, la science, mais c'était aussi une manière de montrer son rapport avec le pouvoir royal. Le roi, en étant là, montrait qu'il était mécène, qu'il était un roi éclairé, qui patronne les sciences, et à l'inverse, évidemment, pour quelqu'un comme Buffon, c'était une manière de montrer à tout le monde qu'il était sous la protection royale, et que donc c'était quelqu'un d'important. Et donc vous voyez que tous ces aspects très, très sociaux dans le fond de la science, sont intimement liés à des aspects théoriques et des aspects pratiques. Voilà, donc Buffon aurait pu poursuivre une carrière comme ça à l'Académie des sciences en faisant toutes sortes de choses pendant toute sa carrière, mais il s'est produit un événement en 1739 totalement inattendu qui a complètement changé sa vie. Alors cet événement, c'est la mort subite et donc inattendue, parce qu'il était assez jeune, d'un personnage qui s'appelait Charles-François de Cisternay de Dufay, qui était surintendant du Jardin du Roi. Alors qu'est-ce que le Jardin du Roi à l'époque? C'est ce qui correspond plus ou moins au Jardin des Plantes et au Muséum national d'histoire naturelle d'aujourd'hui. Donc vous voyez ici une représentation. Alors, c'était l'une des principales institutions scientifiques françaises de l'époque avec l'Académie royale des sciences. C'était une institution où on faisait de l'enseignement, de la recherche, on faisait des dissections par exemple, comme à l'Académie. En même temps, on cultivait des plantes qui étaient destinées ensuite servir à produire des remèdes. Donc c'était une institution scientifique assez complète, avec de l'enseignement, de la recherche, une ouverture sur des domaines pratiques, et en même temps une ouverture sur des domaines fondamentaux. Et donc le direct, alors à l'époque on disait intendant, ou dans le cas de Cisternay Dufay, surintendant, disparaissant, il faut évidemment lui donner un successeur, et là tout de suite, alors là par contre ça n'a pas beaucoup changé par rapport à aujourd'hui, tout de suite ça s'agite beaucoup dans les ministères, et en particulier auprès de ce ministre qui est Maurepas, qui a en charge justement cette institution. Et par un processus qu'on ne connaît pas, mais qu'on imagine probablement complexe et efficace, Buffon, malgré sa jeunesse à l'époque, on est en 1739, il a 32 ans, il parvient à se faire nommer intendant du Jardin du Roi, en passant d'ailleurs devant plusieurs de ses collègues plus âgés qui vont beaucoup lui en vouloir. Et donc à partir de ce moment, la carrière de Buffon, on peut dire sa vie, va se confondre avec l'histoire de cette institution. Pendant les 40 dernières années de sa vie, Buffon meurt en 1788, les 50 dernières années de sa vie, fin 49, Buffon va être à la tête de cette institution. Alors ça va avoir une conséquence donc, sur sa carrière, dans la mesure où il va devoir gérer cette institution, mais aussi sur le plan de sa recherche personnelle, de sa production intellectuelle. Ça va avoir une conséquence majeure. C'est celle de, si vous voyez, alors on n'a pas de représentation de l'intérieur du cabinet du roi à l'époque, mais ici vous voyez à quoi pouvait ressembler un cabinet d'histoire naturelle à l'époque. Donc là c'est une image qui date du siècle précédent, mais ça n'avait probablement pas beaucoup changé dans l'intervalle. Ici, vous voyez un amphithéâtre donc, qui a été construit sous la direction de Buffon. Donc, Buffon a eu vraiment une influence considérable sur l'extension du Jardin du Roi. Il a fait racheter des terrains autour, parfois d'ailleurs dans des conditions compliquées, parce qu'il y avait des terrains qui appartenaient à l'Église, donc qui normalement n'étaient pas vendables, mais qu'il a réussi à obtenir quand même. Il a fait construire donc, de nouveaux bâtiments. Enfin, il a vraiment eu une action absolument considérable pour le développement de cette institution qui, à sa mort, est vraiment l'une des toutes premières en Europe et au monde dans le domaine scientifique. Voilà, il fait venir pour l'aider dans cette tâche Louis-Jean-Marie Daubenton, que vous connaissez au moins par la rue, donc qui est comme lui originaire de Montbard, et donc à qui Buffon va confier l'organisation des collections
l'arrangement, l'étiquetage, la classification. Donc tout un travail pratique dont Buffon va très vite se décharger, mais qui va confier à ce personnage qui était quelqu'un d'extrêmement important, un très très grand savant du XVIIIe siècle, et qui va vraiment marquer profondément le Muséum d'histoire naturelle. Vous voyez ici quand même une représentation d'un... Donc ça c'est un meuble que Buffon avait fait acheter. Donc ici c'est une gravure qui est reproduite dans un livre, dans un volume de l'histoire naturelle de Buffon, et qui représente ce cabinet qui existe toujours, cabinet Bonnier de la Mosson. Donc Bonnier de la Mosson était un collectionneur dont les objets à sa mort avaient été partiellement récupérés par le cabinet du roi, dont ce meuble, qu'on retrouve ensuite représenté de manière un petit peu modifiée dans l'histoire naturelle de Buffon. Voilà, donc Buffon est à la tête du muséum d'histoire, du Jardin du Roi, qui n'est pas encore le muséum d'histoire naturelle, et donc il gère pendant 50 ans, pendant près d'un demi-siècle, cette institution qu'il développe, qu'il embellit, qu'il enrichit, avec l'aide de collaborateurs éminents. En même temps, le ministre qui l'a fait nommer lui a tout de même donné une sorte de cahier des charges. C'était de réaliser un grand catalogue des objets conservés au cabinet du roi. Alors, probablement que pour le ministre, ce catalogue, ça devait être un bel ouvrage, peut-être probablement illustré, de très grand format, comme on en faisait à l'époque. Probablement que c'était simplement un beau livre destiné à promouvoir le mécénat royal, les collections royales. Mais en fait, Buffon en a fait absolument tout autre chose. On ne sait pas très bien par quel processus, parce qu'entre sa nomination en 1739 et la publication des premiers volumes en 1749, on a très très peu de documents. Mais quoi qu'il en soit, Buffon est parti de ce projet de catalogue pour faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Donc là, je passe les images sur lesquelles je revenais, qui est l'histoire naturelle générale et particulière, dont finalement 36 volumes vont paraître. Donc, vous voyez, par rapport au catalogue initial, le projet a beaucoup enflé. 36 volumes, donc, entre 1749 et 1789. Alors là, j'ai mis 1749-1804 parce que souvent, à ces 36 volumes de Buffon... Ah, pardon, oui. Alors... Alors, je pense que du coup, vous n'avez pas vu les... Bon. Voilà, donc là, un volume de l'histoire naturelle. Ici, vous avez la collection entière. Donc, je vous disais, en fait, les volumes publiés par Buffon lui-même, il n'y en a que 36, jusqu'en 1789, donc le dernier étant posthume, il est paru quelques mois après sa mort. On ajoute parfois à ces volumes 8 volumes supplémentaires qui ont été publiés ensuite par la CEPED. Je vais vous en parler rapidement tout à l'heure. Voilà, donc, à partir de 1739, la vie de Buffon va être vraiment centrée sur ces deux objets, le Jardin des Plantes, le Jardin du Roi, et l'histoire naturelle, générale et particulière, dont les volumes vont se succéder donc, pendant plusieurs décennies, jusqu'à sa mort. Et même après, si on compte les volumes de la CEPED. Alors, je vais y revenir ensuite sur l'histoire naturelle générale et particulière, mais pour conclure finalement sur la vie de Buffon à partir de ce moment-là, donc à partir de la fin des années 1730, sa vie va se partager entre une partie de l'année à Paris, donc où il gère les affaires du Jardin du Roi, et il fait un petit peu de mondanité, il va à Versailles, comme tout le monde. Et puis, l'autre partie de l'année qu'il passe à Montbard. Donc, vous voyez ici une image ancienne du parc de Montbard qui appartient à Buffon, donc où il reste une tour médiévale, et où il s'aménage un petit cabinet d'études qu'on peut toujours visiter. C'est dans le parc de Buffon, je vous le conseille d'ailleurs, c'est un très joli endroit. Vous voyez ici, on voit l'intérieur où il y a des planches d'oiseaux de Buffon qui sont toujours installées.
Donc ça, c'est dans le parc. Et puis voici l'hôtel particulier que Buffon donc, se fait construire à Montbard. Là, par contre, on peut le voir de l'extérieur, mais l'intérieur n'est pas visitable. C'est un triste état, à vrai dire. Et donc, Buffon passe une grande partie de l'année à Montbard, à travailler à l'histoire naturelle. Il ne fait pas que ça, Montbard, parce qu'il y a un petit village à côté de Montbard qui s'appelle Buffon, justement, auquel il doit son nom, enfin son titre de noblesse. Et dans ce village, Buffon installe des forges qu'on peut toujours visiter. Elles sont évidemment un peu dégradées maintenant, mais enfin elles sont encore suffisamment en bon état pour qu'on puisse se faire une bonne idée de la manière dont ça fonctionnait. Là encore, je vous conseille, c'est vraiment à quelques kilomètres de Montbard, on peut faire ça. C'est vraiment une petite excursion très, très facile à faire. Et donc dans ces forges, Buffon va faire un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fois il va faire des affaires, hein, il fait fabriquer des objets en métal. Il utilise d'ailleurs ses forêts. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a fait installer des pépinières, donc il exploite le bois. Or, on a besoin de beaucoup de bois pour faire fonctionner des forges, parce que ça consomme énormément de chaleur. Donc, évidemment, pour lui, c'est un revenu, hein, ces forges, mais en même temps, c'est une manière de faire des expériences sur la chaleur, sur le refroidissement des corps, sur la physique de la chaleur, de la fusion. Et donc, on retrouve encore cette association très intime entre des aspects pratiques et des aspects théoriques. Voilà. Et ici, le salon de Madame Geoffrin, qui était fréquenté par Buffon, entre autres. On pense d'ailleurs que c'est lui, l'un des personnages qui sont représentés au premier plan. Donc, il partage sa vie entre Montbard, où il a une vie assez austère, une vie de travail, et une vie parisienne où il gère plutôt des affaires un peu politiques autour du Jardin du Roi, où il fréquente les salons. Très vite, son histoire naturelle lui vaut une grande réputation d'écrivain, si bien qu'en 1753, il est élu à l'Académie française. Quelques années plus tard, le roi le fait comte. Donc, il s'accote ses armoiries sur la diapositive. Voilà, donc les armes de Buffon. Il faut s'imaginer ce que c'est que d'être fait comte à l'époque. Pour quelqu'un du milieu social de Buffon, c'est pas quelque chose de totalement, c'est pas quelque chose de rare, ça arrive. Mais le fait de devenir comte par sa plume et par son activité de savant à la tête d'une institution scientifique, ça c'est quelque chose de remarquable à l'époque. C'est pas par le métier des armes, c'est pas par la magistrature qu'il a atteint ce titre de noblesse. Et ça, c'est quelque chose de... Il y a pratiquement pas d'exemple, il n'y en a pas à ma connaissance. Et ça montre quand même à la fois l'importance de ce personnage qui était... Dans la vie intellectuelle de l'époque, était telle que le pouvoir royal a jugé bon de manifester sa bienveillance en lui conférant ce titre. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de très, très, très remarquable, très étonnant. Voilà, donc finalement, les 40 dernières années de la vie de Buffon, ça se passe comme ça, entre une moitié de l'année à Paris, une autre moitié de l'année à Montbard, de manière très régulière. Hein, il fait des voyages entre les deux sites, et il est globalement comblé d'honneur, comblé de richesse aussi, on peut le dire. Hein, il gagne bien sa vie. Et donc c'est une vie à la fois assez tranquille, heureuse, toute faite d'admiration, de correspondance avec les plus grands souverains de l'Europe. Donc une gloire nationale reconnue comme telle. C'est pas du tout un écrivain maudit comme Rousseau par exemple, ou n'a pas du tout été persécuté comme Diderot ou d'autres, mais malgré cela,
ça reste une des figures centrales des Lumières françaises. Alors, maintenant je vais revenir un petit peu justement sur cette aventure éditoriale de l'histoire naturelle. Donc, comme je le disais tout à l'heure, là j'ai résumé un petit peu les choses qui se passent entre 1739 et 1749. Alors c'est vite fait puisqu'on ne sait pas grand-chose. Donc le cahier des charges lui est confié en 1739. On ne sait pas du tout ce qui se passe jusqu'en 1748. Ce qu'on voit en 1748 paraît un prospectus dans lequel Buffon annonce la parution en 15 volumes d'une histoire naturelle générale et particulière traitant de tous les objets de la nature. Donc le projet initial de catalogue des objets particuliers du Jardin du Roi, c'est devenu une description de toute la nature. Et donc, un an plus tard, paraissent les 3 premiers volumes qui traitent de thèmes généraux et qui, en fait, montrent qu'on a déjà complètement dépassé le cadre fixé l'année précédente, parce que dans le prospectus, on annonçait 15 volumes pour traiter de tout. Là, en 3 volumes, on a à peine effleuré le sujet. Alors, en définitive, donc 36 volumes, 44 si on compte ceux de la CEPED, vont paraître au cours des décennies suivantes. Alors ici, vous voyez un plan, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, oui, ça va. Vous avez un plan de l'histoire naturelle. Donc dans un premier temps, Buffon a commencé à faire paraître, à partir de 1749, une série intitulée « Histoire naturelle, générale et particulière avec la description du cabinet du roi », donc qui comprend les thèmes généraux. Alors dans ces volumes, Buffon étudie la géologie, il propose une nouvelle théorie de la Terre, par exemple. Il y a des thèmes épistémologiques, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire sa conception de la science. Par exemple, parmi les nombreux thèmes que Buffon aborde, sur lesquels je ne vais pas insister, il y a le fait que pour lui, les mathématiques ne sont pas aptes à décrire correctement la nature, ce qui est un vrai sujet de débat à l'époque, et dans le fond aujourd'hui aussi un peu. Lui, il pense que les mathématiques, ça peut marcher pour certains phénomènes, par exemple l'optique, parce que l'optique, on a des rayons lumineux qui sont droits, ou la mécanique céleste. Là, on peut décrire mathématiquement assez bien les choses, mais pour lui, dès qu'on commence à regarder des phénomènes un petit peu compliqués, comme la résistance des poutres, le réchauffement des corps, les mathématiques se trouvent incapables de rendre compte de la complexité de ces phénomènes physiques. Il étudie également l'histoire naturelle de l'homme. Alors, c'est quelque chose d'assez nouveau pour l'époque, c'est-à-dire qu'il considère que l'homme est un sujet en soi d'histoire naturelle. C'est-à-dire qu'on peut étudier l'homme exactement comme n'importe quel objet de la nature, comme on étudie les animaux et les plantes. Et donc, il y a il y a pratiquement 2 volumes de l'histoire naturelle qui sont consacrés à l'histoire naturelle de l'homme. Et on peut considérer, même si on n'aime pas trop cette notion-là en histoire des sciences, que Buffon fait figure de précurseur de l'anthropologie moderne. Parmi les choses qu'il étudie, il y a par exemple ce qu'il appelle, lui, la variété les variétés dans l'espèce humaine, c'est-à-dire la variété des populations à travers le monde. À l'époque, il y a un débat entre les gens qui pensent qu'il y a plusieurs espèces humaines, qui pensent que, par exemple, les Noirs d'Afrique ne sont pas de la même espèce que les Blancs ou que les Asiatiques. À l'inverse, donc, Buffon essaye de montrer que l'espèce humaine est unique et que toutes les variétés que l'on observe, par exemple dans la couleur de la peau, puisque c'est l'une des différences les plus notables, eh bien, ces différences s'expliquent selon lui, par l'action de différents facteurs externes. Bon, par exemple, le soleil, c'est une des causes les plus fréquemment avancées, mais également le type de nourriture, etc. Donc pour lui, en fait, il peut y avoir des modifications au sein de l'espèce humaine, mais ces modifications, pour lui, sont toujours explicables par des facteurs externes et réversibles. Et donc pour lui, il insiste bien sur ce point, il n'y a qu'une espèce humaine. Alors, tout ça, ça couvre les 3 premiers volumes de l'histoire naturelle, ces thèmes généraux et l'histoire naturelle de l'homme. À partir du volume 4, Buffon entame
le reste de la nature, et donc en premier lieu les animaux qu'on appelle à l'époque quadrupèdes, parce que la notion de mammifère n'existe pas encore à ce moment-là. Donc Buffon va décrire un par un tous ces animaux, en commençant par le cheval, puis l'âne, le bœuf, etc. Alors, tous ces volumes, donc ça correspond à la première série, au volume 4 à 15 de la première série, donc 12 volumes. Dans ces 12 volumes, vous avez... donc voici donner une idée de ce à quoi ça ressemble, la page de titre du volume 1, ici la page de titre la première page du premier volume avec une vignette qui est assez jolie, une belle gravure. Voilà, ici vous avez une planche tirée donc d'un de ces volumes, des volumes donc, comme je vous le disais, 4 à 15, qui traitent des quadrupèdes. Ici vous avez le bélier. Je vous en ai montré quelques autres pour le plaisir. Ici un chien, un chameau. Mais vous n'avez pas que, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, vous n'avez pas que des descriptions des animaux par Buffon dans ces volumes 4 à 12, vous avez aussi des descriptions extrêmement précises qui ont été confiées quant à elles à Daubenton. Et donc ces descriptions sont illustrées elles aussi, donc de figures un peu plus austères, ici un squelette, ici une dissection du cheval. Et en fait, donc, une grande partie de ces volumes 4 à 12 est écrite par Daubenton. Ce qui se passe, c'est que pour chaque animal, pour chaque espèce traitée, vous avez un premier chapitre qui est écrit par Buffon. Alors, par exemple, sur le cheval, très beau chapitre, c'est là que Buffon parle de la noblesse du cheval. Il y a de très très belles pages sur le cheval qui montrent bien son génie d'écrivain. Ensuite, donc, une description de la vie du cheval, de sa reproduction, de la manière dont il faut le soigner, avec quelques éléments sur ses rapports avec l'homme. Donc il y a tous ces thèmes-là qui sont traités par Buffon. Et ensuite, il y a tout un chapitre qui s'appelle « Description du cheval », donc cette fois qui est rédigé par Daubenton, donc là qui décrit l'anatomie du cheval de manière très précise. Et puis, vous avez encore un troisième chapitre qui est également rédigé par Daubenton et qui fait le catalogue de tous les objets relatifs au cheval que l'on trouve au cabinet du roi. Donc le projet initial, le fameux projet initial que le ministre avait confié à Buffon, il n'a pas été abandonné. Il apparaît dans le titre d'ailleurs. Il apparaît dans le titre de la première série, puisque c'est l'histoire naturelle générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. Mais finalement, il est traité par Daubenton, et plutôt, il faut le dire, à chaque fois en fin de chapitre, en fin de partie. Donc il est toujours là, ce projet de catalogue, mais il est passé quand même clairement au second plan. L'ambition de Buffon, elle est devenue tout autre, elle est devenue vraiment une description globale de la nature. Ce qui n'empêche d'ailleurs que les descriptions de Daubenton, tant les descriptions anatomiques que les descriptions muséologiques, donc le catalogue des objets, sont des documents extrêmement précieux. Sur un plan scientifique, les descriptions anatomiques de Daubenton ont fait autorité pratiquement jusqu'au milieu du XIXe siècle. Cuvier, le grand biologiste du début du XIXe siècle, disait à propos de ces descriptions anatomiques, c'est en vain qu'on y recherche une erreur, parce que Daubenton avait accompli un travail absolument fou de dissection, de description dans les moindres détails de l'anatomie de tous les animaux qui lui tombaient sous la main. Et donc, de ce point de vue-là, l'histoire naturelle de Buffon et de Daubenton, faut-il dire, a joué un rôle dans l'histoire de l'anatomie comparée, un rôle très important, et un rôle plutôt dû à Daubenton. Voilà, alors, arrivé en 1767, Buffon s'est rendu compte d'une chose, enfin il avait dû commencer à s'en rendre compte un peu avant, c'est que son projet qui était annoncé dans le prospectus de 1748, dans lequel il annonçait 15 volumes pour tout, était manifestement très sous-évalué. Et donc, en 15 volumes, en réalité, il avait traité juste les généralités et les animaux quadrupèdes. Et donc, à ce moment-là, Buffon a décidé de scinder son projet en plusieurs séries, et donc de consacrer la première de ces séries à l'histoire naturelle des oiseaux.
Alors il avait l'intention certainement de consacrer des séries à tous les autres objets de la nature. Il devait y avoir une histoire naturelle des amphibiens, des reptiles, des poissons, etc. Mais ça, lui, il n'a pas eu le temps de le faire. Il a juste eu le temps de faire une histoire naturelle des oiseaux et une histoire naturelle des minéraux. Alors, l'histoire naturelle des oiseaux est quelque chose de très intéressant parce que... Alors... oui. Là, par contre, j'ai des images à vous montrer qui sont quand même assez jolies, donc ça serait dommage de... Voilà. Un petit peu de temps. Voilà, donc cette histoire naturelle des oiseaux est quelque chose d'assez intéressant parce que Buffon s'est rendu compte d'une chose. Donc, la première série consacrée aux généralités et aux quadrupèdes, donc elle est illustrée de ce type de planches que je vous ai montré. Donc ce sont de très belles planches, de très belles gravures, hors texte, mais noir et blanc. Or, dans le cas des oiseaux, Buffon se disait que le noir et blanc, ça posait un problème. Parce que autant, si vous voulez, on arrive assez facilement à distinguer les quadrupèdes entre eux sans avoir besoin de la couleur, autant pour les oiseaux, on a vraiment des formes parfois morphologiquement identiques et les seules différences entre espèces ne peuvent se révéler que par la couleur. Et donc pour lui, ça posait un problème scientifique. Et donc il a décidé de publier une histoire naturelle des oiseaux illustrée en couleur. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, il faut voir que l'image en couleur pose d'énormes problèmes techniques. En fait, vous n'avez pas de technique de gravure en couleur à l'époque, c'est-à-dire de gravure qu'on puisse reproduire à de nombreux exemplaires en couleur. Il y a de tout premiers balbutiements, mais ce n'est pas du tout au point. Donc, la seule manière de publier des ouvrages illustrés à l'époque, c'est de faire des gravures en noir et blanc qu'on peint ensuite à la main. C'est ce qu'on appelle des gravures enluminées. Alors, ça donne des choses absolument magnifiques. Le problème, c'est que ça coûte une fortune à faire et ensuite à vendre. Donc, c'était impossible pour Buffon de publier en un nombre d'exemplaires suffisant une histoire naturelle des oiseaux illustrée en couleur. Donc, il a décidé de faire 2 éditions parallèles. Donc vous voyez ici la page de titre de l'édition in quarto. Donc l'in quarto, c'est à peu près l'équivalent, le format en grandeur d'un manuel scolaire d'aujourd'hui, pour le dire vite. Donc la première série, l'histoire naturelle générale et particulière avec la description, etc., c'était en in quarto. Voici l'histoire naturelle des oiseaux en in quarto, donc il prend la suite exactement de la première série. Donc là, vous avez ici la page de titre. Ici, une vignette, donc exactement sur le même format que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, et puis des planches en noir et blanc, donc comme celle-ci, exactement sur le même format que les planches de quadrupèdes. Donc ça, c'était pour un large public, enfin un public relativement large, ceux qui n'avaient pas accès à l'édition en couleur. Mais il y a l'édition en couleur, donc ici vous la voyez. Alors ça ne vous donne pas une idée très exacte, parce qu'on ne peut pas tellement avoir l'idée de la grandeur, mais ici vous avez une comparaison à peu près, enfin c'est pas exactement à l'échelle, mais enfin bon, qui vous donne un peu l'idée de la taille de l'édition enluminée, donc in folio, c'est la grande évidemment, et la petite en in quarto. Et ici, vous voyez les planches. Alors là, pour le coup, l'échelle n'est pas respectée. Les planches en couleur sont sensiblement plus grandes. Mais vous voyez un peu ici, évidemment, la différence de facture entre les deux éditions. Voilà. Donc je résiste jamais au plaisir de montrer plusieurs planches de l'histoire naturelle des oiseaux enluminés, parce que non seulement c'est un document scientifique important, mais c'est aussi une merveille sur un plan esthétique, je trouve. Bon, ici vous avez ce qu'on appelle un coq de roche, c'est un oiseau d'Amérique du Sud. J'ai mis une photo à côté pour montrer que c'est un caractère relativement ressemblant de la représentation. Ici un détail d'un perroquet. Et donc cette histoire naturelle des oiseaux, elle a été tirée à 450 exemplaires, mais il faut savoir qu'il y avait 1000 planches enluminées.
Donc ça fait 450 000, pratiquement un demi-million de planches. Vous imaginez, donc gravées, mais ensuite peintes à la main. Donc pour ça, il y avait une équipe, il y avait toute une équipe d'enlumineurs qui était sous le contrôle très strict d'un Daubenton. Mais alors, ce n'est pas le même Daubenton que celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un cousin, on l'appelait Daubenton le Jeune, qui était aussi un naturaliste, mais que Buffon avait chargé donc de surveiller la réalisation des planches enluminées pour bien veiller à ce que les couleurs soient correctes et surtout identiques sur toutes les planches. Parce que c'est un énorme problème, si vous voulez. À l'époque, pour faire un ouvrage scientifique illustré en couleur, il fallait non seulement donc avoir les moyens de payer des gens pour mettre la couleur, mais en plus, il fallait qu'ils fassent ça correctement. Donc il fallait que ce soit reproductible sur toutes les planches. Donc, à partir du moment où vous aviez, en l'occurrence, il y avait 80 personnes qui se sont occupées de ça pendant probablement une bonne dizaine d'années. Vous imaginez avec le coût du travail aujourd'hui ce que ça pourrait représenter. À l'époque, c'était quand même un petit peu plus accessible, mais enfin tout de même, ça a coûté beaucoup d'argent à Buffon. Et donc, vous imaginez que ces 80 personnes, il fallait les surveiller, enfin leur donner des recommandations pour qu'elles fassent bien toutes la même chose. Tous ces artistes n'étaient pas des ornithologues, n'étaient pas des spécialistes des oiseaux. Et donc ça a été vraiment tout un processus très, très complexe, très organisé, qui a été entrepris par Buffon et donc ses collaborateurs, et qui aboutit donc à cette constitution d'un millier de planches qui sont un document sans équivalent à l'époque, qui ont eu une valeur scientifique jusqu'au XIXe siècle. Et aujourd'hui encore, enfin moi j'ai un petit peu travaillé sur ce corpus parce qu'au musée de Montbard, ils ont un exemplaire complet de ces planches que j'ai publié d'ailleurs. Enfin, j'ai déjà eu des contacts, enfin des ornithologues qui m'ont contacté pour me demander des précisions sur certaines planches, parce que certains ornithologues actuels, en fait, s'intéressent à des représentations d'oiseaux de cette époque, parce qu'il y a certaines espèces qui ont disparu. Hein. Par exemple, il y a une sorte de perroquet de la Réunion qui, je ne sais pas si je l'ai dans mes diapositives, je ne crois pas malheureusement, enfin il y a un perroquet de la Réunion qui est représenté dans ces planches qui a disparu au XIXe siècle ou même à la fin du XVIIIe, et donc on ne connaît que par quelques représentations anciennes, dont celle de Buffon qui est réputée l'une des meilleures. Voilà, donc pour en terminer avec l'histoire naturelle, donc Buffon a réussi à faire l'histoire naturelle des oiseaux, donc 2 éditions parallèles, je le disais, une histoire naturelle des minéraux en 5 volumes. Il a également publié une série qu'on intitule Le Supplément, alors dans lequel il y a un peu de tout. Il y a de vrais suppléments, c'est-à-dire des informations supplémentaires sur des objets qui ont déjà été traités préalablement, et puis il y a des textes complètement nouveaux, comme par exemple les époques de la nature, dont je vais parler un peu tout à l'heure. Combien de temps me reste-t-il d'ailleurs? Je n'ai pas noté l'heure. D'accord, mais j'en suis où là? C'était ça. Bon. Donc, il y a des textes, dans ce supplément, il y a 2 vrais suppléments, il y a des choses complètement nouvelles, c'est-à-dire qui ne sont pas des suppléments à quelque chose qui a déjà été publié, mais vraiment quelque chose de totalement inédit, dont ces fameuses époques de la nature. Et puis, alors Buffon fait autre chose dans ces suppléments, il recycle des textes antérieurs à l'histoire naturelle, ou des textes qui n'ont rien à voir avec l'histoire naturelle. Par exemple, un des textes les plus célèbres de Buffon, que peut-être certains d'entre vous, sans vouloir du tout être désagréable, disons parmi les plus expérimentés ont étudié au cours de leurs études, c'est le discours sur le style, dans lequel Buffon prononce cette fameuse formule, le style c'est l'homme même. Jusqu'à il y a quelques décennies encore, c'était souvent un sujet de dissertation dans le secondaire, ce discours sur le style, mais enfin maintenant on ne l'étudie plus beaucoup. Donc ce discours sur le style, en fait, c'est un discours que Buffon avait prononcé lors de sa réception à l'Académie française, et qu'il recycle donc dans l'histoire naturelle, alors que ça n'a pas beaucoup de rapport avec le reste, mais il le met dans les volumes de suppléments, de même que d'autres textes un petit peu variés, antérieurs à l'histoire naturelle ou sans rapport spéciaux avec l'histoire naturelle. Ce qui fait qu'en fait,
à partir de ce moment-là, donc, cette série des suppléments, elle commence dans les années 1770. Buffon approche de ses 70 ans. C'est quelqu'un de glorieux, c'est quelqu'un de célèbre, de reconnu. Et à ce moment-là, pour lui, l'histoire naturelle, ça devient pratiquement ses œuvres complètes. Et donc c'est plus simplement la description de la totalité des objets de la nature, ça devient aussi, d'une certaine manière, sa vie. Et donc il y met tout ce qu'il a écrit, y compris ce qui ne relève pas au sens strict de l'histoire naturelle. Voilà, donc on arrive au final à 36 volumes, donc le dernier paraissant, donc il était préparé au moment où Buffon est mort et on a réussi à le faire paraître un an plus tard. Malgré ces 36 volumes, Buffon n'aura couvert au final qu'une toute petite partie de ce qu'il avait prévu de traiter, puisque vous voyez que il a traité que les animaux et les quadrupèdes et les minéraux. Tout le reste, tous les végétaux sont absents, et les animaux, il en manque quand même une grande partie. Alors certains de ces animaux vont être traités par la Cépède. Il y a des volumes supplémentaires qui ont été publiés par ce naturaliste, donc les quadrupèdes ovipares et les serpents, ce qui correspond grosso modo à ce qu'on appelle aujourd'hui les amphibiens et les reptiles, les poissons et les cétacés, donc jusqu'en 1804. Et donc parfois on associe ces 8 volumes à l'histoire naturelle de Buffon, ce qui porte donc le tout à 44 volumes. Mais vous voyez que même avec ça, il manque toujours les plantes et puis un certain nombre d'animaux, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les invertébrés. Voilà, ici la page de titre de l'histoire naturelle des minéraux. D'accord, merci. Voilà, donc vous voyez un peu à quoi ressemble cet ensemble éditorial qui, vraiment, je donne peut-être l'impression de radoter un peu, mais a eu un impact totalement inimaginable sur la culture française de l'époque. Un historien du début du XXe siècle avait fait l'expérience de regarder les catalogues de bibliothèques privées à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe. Il s'est rendu compte que parmi les ouvrages à caractère didactique, si on exclut les romans, les choses comme ça, la poésie ou les ouvrages de dévotion, parmi les ouvrages à caractère didactique, donc, l'histoire naturelle de Buffon était de loin ce qui avait de plus répandu chez les particuliers à l'époque. C'est-à-dire que ça a vraiment touché, évidemment, alors à l'époque, on ne peut pas dire tout le public, parce qu'une grande partie du public n'avait simplement pas accès à la lecture, et encore moins à l'achat de livres. Mais en tout cas, dans le public, disons, qui avait accès à la lecture et aux livres, une énorme partie de ce public a lu Buffon. Donc, on peut considérer que son impact sur la vie intellectuelle de son temps a été très, très important et même considérable. Au reste, quand je dis dans les bibliothèques privées on trouve l'histoire naturelle de Buffon, c'est pas simplement l'édition que je vous ai présentée. L'édition que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est l'édition originale, les 36 volumes, donc publiée par Buffon. Enfin, on peut rajouter l'édition enluminée des oiseaux si on veut, mais ça c'est l'édition originale. Ça représente peut-être quelques centaines, peut-être 1000 jusqu'à 1500 exemplaires par volume. Donc c'est beaucoup pour l'époque, mais c'est pas énorme. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'histoire naturelle de Buffon très vite a donné lieu à toutes sortes de rééditions, parfois complètes, parfois abrégées, des traductions à l'étranger. Dès 1750, donc un an à peine après la parution des 3 premiers volumes, paraît en Allemagne une traduction allemande. Donc c'est pas seulement en France que Buffon a de l'influence, il a de l'influence dans toute l'Europe. Et au travers donc d'une production éditoriale totalement énorme, sans équivalent à l'époque. Si on compare à d'autres ouvrages qui aujourd'hui font figure d'emblème des Lumières, je pense surtout à l'encyclopédie de Diderot d'Alembert, l'influence de Buffon est, par le simple fait de sa diffusion, beaucoup plus importante et beaucoup plus profonde. Alors, je voudrais maintenant... Je ne vais évidemment pas pouvoir traiter ici de tous les aspects que Buffon a traités. Il a traité, je vous le dis, de très nombreux aspects.
on ne le voit pas forcément à la lecture de toute la série d'ouvrages qu'il a produit, parce que souvent Buffon a saisi telle ou telle occasion particulière pour traiter d'un sujet très général. Je prends juste un exemple. Au moment où Buffon parle du cochon, il constate une chose, je ne sais pas si vous avez en tête à quoi ressemble un pied de cochon, mais un pied de cochon, à l'arrière, il y a deux espèces de doigts incomplets qui, de toute évidence, ne servent à rien. Qui sont, en fait, bon, évidemment, aujourd'hui, on explique ça par l'histoire évolutive du cochon. Mais Buffon se sert de cet exemple-là pour montrer quelque chose qui est assez nouveau à l'époque, que en biologie, enfin, on ne parle pas de biologie à l'époque, dans les sciences, parler de cause finale, c'est quelque chose qui n'a pas sa place. Alors je m'explique. Les causes finales, ça veut dire que tout dans un être vivant, dans un organisme, a un but. Le cœur sert à quelque chose, chaque organe sert à quelque chose de précis. Et la conception qu'on a depuis l'Antiquité, même chez Aristote a théorisé un peu ça, une vision très finaliste des organes. C'est-à-dire, on a l'idée que chaque chose, chaque structure d'un être vivant est destinée à accomplir quelques fonctions. Or, Buffon montre qu'en fait, dans plein de cas, on n'arrive pas à trouver de fonction à certaines structures animales. Alors, il y a aussi il donnera aussi l'exemple de certaines callosités chez des animaux. Bon, enfin, toutes sortes le bec du toucan, par exemple. Alors, évidemment, aujourd'hui, nous, on sait que le bec du toucan a pu être sélectionné pour certaines raisons, mais à l'époque, pour Buffon, c'est quelque chose de totalement inutile, c'est une espèce de bizarrerie de la nature, mais qui n'a pas d'utilité. Et donc, Buffon utilise ce genre d'exemple pour dire que on ne doit pas invoquer le finalisme, on ne doit pas dire pour en sciences de la nature. Et ça, c'est quelque chose. Finalement, le débat n'est pas clos, d'une certaine manière, aujourd'hui encore. Mais enfin, aujourd'hui, la plupart des scientifiques seraient assez d'accord avec Buffon. C'est-à-dire qu'en général, on exclut le finalisme des sciences. Même si, quand on sort des milieux scientifiques, la situation est moins claire. Bien, ce débat, d'une certaine manière, alors, on ne peut pas dire que Buffon l'inaugure, parce qu'il y a déjà eu avant lui des gens qui ont mis en cause les causes finales. Spinoza, par exemple, avait déjà contesté la validité des causes finales en sciences, mais Buffon, vraiment, lui, met ça sur le devant de la scène. En plus, donc je dis, son ouvrage est largement diffusé, répandu et lu. Et donc, ce genre de débat théorique majeur qui touche, alors même si Buffon ne parle pas de religion, mais on voit bien quand même un peu en arrière-plan qu'il peut y avoir des connotations religieuses sur les rapports science et religion autour de ce débat. Eh bien, on voit que Buffon met ça sur le devant de la scène et répand finalement cette critique des causes finales qui, à partir de là, ne va cesser de s'amplifier et de gagner du terrain dans les milieux scientifiques jusqu'à devenir pratiquement la norme à partir de la fin du XIXe siècle. Alors, parmi les autres sujets auxquels Buffon s'est intéressé, il y a la géologie, la cosmologie. Il propose des théories encore assez innovantes qui n'auront pas forcément un avenir très glorieux sur un plan, si on les prend dans leurs détails, mais qui vont quand même marquer leur temps. Par exemple, l'une des questions que Buffon se pose, c'est comment le système solaire a pu se former. Bon. Alors, il se pose la question, c'est pas neutre à l'époque, parce que par exemple, peu de temps avant lui, quelques décennies avant Buffon, Newton a clairement dit, avec sa théorie de la gravitation, moi je suis capable d'expliquer comment les planètes tournent autour du Soleil, je suis capable d'expliquer exactement à quelle période va revenir, à quel moment va revenir une comète, etc. Mais par contre,
je ne peux pas expliquer comment le système s'est mis en place. Là, ça échappe à la science, c'est du domaine de la foi. Donc, c'est l'origine du monde, c'est la Bible, en quelque sorte. Eh bien, Buffon, lui, pense que si, en fait, on peut, par des moyens scientifiques, comprendre comment le système s'est mis en place. Et donc, il introduit toute une théorie, alors une théorie qui paraît aujourd'hui totalement fumeuse. Pour vous résumer l'histoire, pour Buffon, il y a une comète qui est tombée sur le Soleil. Cette comète a éjecté de la matière solaire en fusion, et cette matière solaire en fusion, en formant des gouttelettes qui se sont ensuite solidifiées, a donné naissance aux différentes planètes, donc qui du coup tournent toutes dans le même plan, à peu près, autour du Soleil. Aujourd'hui, on sait qu'il y a... le système ne pourrait pas marcher, mais à l'époque de Buffon, compte tenu de ce qu'on savait des planètes connues alors, c'était pas totalement absurde. Enfin bon. Indépendamment, si vous voulez, de cette théorie particulière, qui a tout de suite été contestée par d'autres savants, le simple fait d'avoir dit, en fait, si on peut avoir accès sur un plan scientifique à l'élément déclencheur, à ce qui a mis en place le système solaire actuel, c'était une innovation théorique très importante et qui a ouvert la voie à d'autres travaux par la suite. On voit ça en fait dans pas mal de domaines, c'est-à-dire que souvent les théories de Buffon, quand on les prend dans leurs détails, elles n'ont pas eu une postérité très importante, mais par contre, il a souvent ouvert des portes à certains endroits où il y avait des blocages théoriques majeurs. Alors le point sur lequel je vais maintenant m'attarder un petit peu avant de conclure, c'est justement l'un de ces sujets, c'est la théorie de l'évolution. Alors, s'il y a un sujet auquel Buffon s'est vraiment passionné pendant toute la durée de son travail sur l'histoire naturelle, c'est l'espèce. Je vous ai dit tout à l'heure, le premier objet de la nature qu'il étudie, c'est l'homme. Dès qu'il en a terminé avec les généralités. Et pour l'homme, l'une des premières questions qui se posent, c'est est-ce qu'il y a une espèce humaine ou est-ce qu'il y a plusieurs espèces humaines? Et en fait, cette question, il va se la poser pour tout le reste des êtres vivants. Et ça va vraiment être pour lui un sujet de réflexion et d'étude majeur pendant toute sa carrière. Et en fait, Buffon replace cette discussion dans un cadre un petit peu plus général qui est celui de la discussion sur les classifications. Le XVIIIe siècle, c'est un grand siècle de classification. À l'époque, par exemple, il y a un très grand naturaliste qui est Carl von Linné, suédois, né la même année que Buffon d'ailleurs, qui justement passe sa vie à classer les êtres vivants, entre autres, mais aussi les minéraux, dans le cas de Linné. Et donc, c'est vraiment un sujet important. On essaye de comprendre comment la diversité des formes naturelles peut répondre à un ordre caché. Donc on essaye de retrouver cet ordre. C'est ce que fait Linné. Donc il crée des classes, et à l'intérieur des classes des ordres, et dans les ordres des genres, etc. Donc il divise comme ça le règne animal, par exemple, en catégories, puis en sous-catégories. Les plus petites de ces sous-catégories étant à la fin donc les espèces. Buffon, lui, il considère que c'est une approche totalement spéculative et artificielle. Et d'ailleurs, dès le premier discours, dès le début de l'histoire naturelle, en 1749, dans le premier texte, il attaque Linné sur ce plan. Et il dit, Linné ne nous apprend rien sur la nature, il ne nous apprend que ses fantasmes sur le fait de rapprocher telle espèce de telle autre, alors que ça repose sur des critères qui peuvent changer d'un naturaliste à l'autre, qui sont souvent peu pertinents, qui sont arbitraires, et donc Buffon rejette totalement cette classification linnéenne. Lui, en revanche, il y a un degré dans ces classifications linnéennes qui l'intéresse quand même, c'est l'espèce, justement. Il dit, parce que autant les classes, les ordres, etc., ça n'a aucune réalité, c'est des constructions artificielles des naturalistes, autant l'espèce, elle a une réalité physique. Et elle a une réalité physique parce que elle est liée à la reproduction des êtres.
Or, Buffon a toute une théorie de la reproduction que je ne vais pas vous détailler ici, mais pour lui, il est très important que les espèces se perpétuent identiques au fil des siècles par le moyen de cette reproduction. Et donc pour lui, autant les catégories taxonomiques, les classes, les ordres, les familles, etc., ça ne correspond à rien, autant les espèces, vraiment, ça correspond à quelque chose de précis. Et il va plus loin, il demande comment est-ce que concrètement on peut savoir si deux êtres vivants, deux animaux par exemple, appartiennent ou non à la même espèce. Par exemple, l'âne et le cheval. Buffon se pose la question, est-ce que l'âne et le cheval, parce qu'ils se ressemblent beaucoup après tout, il dit on pourrait s'imaginer que l'âne et le cheval appartiennent à la même espèce. On pourrait imaginer que l'âne ne serait qu'un cheval dégénéré. Or, pour Buffon, il y a un moyen de savoir si deux animaux appartiennent ou non à la même espèce, enfin disons deux groupes d'animaux. Le critère, c'est est-ce qu'ils peuvent se reproduire entre eux et avoir une descendance féconde. Et c'est un critère absolument important dans l'histoire des sciences de la vie parce que dans le fond, c'est toujours à peu près le critère actuel, en 2017, pour la définition de l'espèce. Alors il faudra apporter plein de nuances, les spécialistes évidemment vous diront que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça reste encore ce critère d'interfécondité, comme on dit, ça reste le principal critère de définition de l'espèce. Et là, on voit bien une chose, c'est que si on applique ça à l'espèce humaine, par exemple, Buffon dit, voilà, vous prenez des êtres humains, de n'importe quelle population dans le monde, on arrive à leur faire des petits. Donc ça prouve bien qu'ils correspondent à la même espèce, puisque physiquement, ils sont conformés de telle sorte qu'ils peuvent avoir des enfants entre eux, et non seulement ils peuvent avoir des enfants, mais ces enfants sont eux-mêmes féconds. Et donc, il n'y a pas de barrière d'espèce. Il y a une interfécondité globale à l'échelle de l'espèce humaine qui prouve l'unicité de l'espèce humaine. Prenons les différentes races de chiens, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut croiser les races de chiens entre elles, ce qui prouve bien qu'en dépit d'une différence morphologique considérable parfois, entre les tout petits chiens et puis des races comme des bergers, des Pyrénées ou quelque chose comme ça, donc là on pourrait s'imaginer que ce sont devenus des espèces différentes au fil des siècles et d'action de la sélection humaine. Eh bien non, puisqu'ils peuvent toujours, parfois ça pose des problèmes pratiques, mais enfin, ils peuvent toujours, normalement, avoir une descendance elle-même féconde. En revanche, si on prend l'âne et le cheval, là ça ne marche pas. Parce qu'un âne et un cheval, un âne et une jument ou un étalon et une ânesse, respectivement, peuvent effectivement avoir des petits, mais par contre ces petits ne sont pas féconds. Ils sont stériles. Et donc pour Buffon, ça prouve bien qu'il y a une sorte de barrière physique réelle entre les deux espèces qui empêche qu'elles se mêlent. Alors il explique ça par sa théorie de la génération, sa théorie de la reproduction, que je ne vous détaille pas, mais il y a toute une discussion autour de cette impossibilité physique de croiser des espèces différentes. Mais ça a une conséquence, c'est que pour Buffon, dans le fond, l'évolution n'est pas possible. Et il y a donc ce texte sur l'âne que si j'ai encore un petit peu le temps, je pense, je terminerai avec ça. Je terminerai vers 7h30, c'est bon. Ça laisse encore un petit peu de temps pour la discussion. Bon. Voilà, donc ce texte sur l'âne est assez révélateur à cet égard. À un moment, Buffon s'est posé la question, il vient de traiter du cheval. Le chapitre d'après, c'est l'âne, et donc, début du chapitre sur l'âne, il dit « L'âne, ça ressemble beaucoup au cheval, ne pourrait-on pas imaginer que l'âne et le cheval appartiennent à la même espèce, sur la base de leur ressemblance morphologique ?» Mais il dit « Si on dit ça, si on dit que l'âne et le cheval se ressemblent et donc, après tout, l'un n'est peut-être qu'une forme dégénérée de l'autre. On pourrait le dire de tous les êtres qui se ressemblent morphologiquement. Or,
on constate des ressemblances très fortes. Par exemple, si on considère tous les quadrupèdes, y compris nous, êtres humains, on constate que les ressemblances morphologiques sont grandes. Alors voilà le texte donc, de Buffon, donc, qui date de 1753, donc c'est dans le volume 4, texte sur l'âne. Si, dans l'immense variété que nous présentent tous les êtres animés qui peuplent l'univers, nous choisissons un animal, ou même le corps de l'homme, pour servir de base à nos connaissances et y rapporter par la voie de la comparaison les autres êtres organisés, nous trouverons que quoique tous ces êtres existent solitairement et que tous varient par des différences graduées à l'infini, il existe en même temps un dessein primitif et général, dessein, il écrit ça E-I-N, cela étant, l'orthographe n'est pas fixée à l'époque, donc on ne sait pas si c'est le dessin au sens l'objectif ou le dessin au sens le croquis. Donc il existe en même temps un dessin primitif et général qu'on peut suivre très loin et dont les dégradations sont bien plus lentes que celles des figures et des autres rapports apparents. Et l'on jugera si cette ressemblance cachée n'est pas plus merveilleuse que les différences apparentes, si cette conformité constante et ce dessin suivi de l'homme aux quadrupèdes, des quadrupèdes aux cétacés, des cétacés aux oiseaux, des oiseaux aux reptiles, des reptiles aux poissons, etc., ne semble pas indiquer qu'en créant les animaux, l'être suprême n'a voulu employer qu'une idée et la varier en même temps de toutes les manières possibles, afin que l'homme pût admirer également et la magnificence de l'exécution et la simplicité du dessin. Car s'il était une fois prouvé qu'on pût établir ces familles avec raison, s'il était acquis que dans les animaux et même dans les végétaux, il y eut, je ne dis pas plusieurs espèces, mais une seule qui eût été produite par les dégénérations d'une autre espèce, s'il était vrai que l'âne ne fût plus qu'un cheval dégénéré, il n'y aurait plus de borne à la puissance de la nature, et l'on n'aurait pas tort de supposer que d'un seul être, elle a su tirer avec le temps tous les autres êtres organisés. Donc là, si je résume le raisonnement de Buffon, c'est si on admet que, puisque le cheval et l'âne sont similaires morphologiquement, ils peuvent provenir d'une souche commune. Après tout, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser le même argument pour tous les animaux. Donc, puisque tous les animaux sont à peu près bâtis de la même manière, on pourrait dire que tous les animaux ont pour origine une souche commune. Donc on ne peut pas être plus clair, c'est la formulation de la théorie qu'on appellera plus tard la théorie de l'évolution et de l'ancêtre commun. Mais là, le problème, c'est qu'on tourne la page, et c'est vraiment en haut, il faut tourner la page, et en haut de la page, c'est « mais non ». Et là, Buffon va détailler toute une série d'arguments. Alors, parmi ces arguments, il y a celui que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire, non, vous voyez bien qu'il y a une barrière d'espèces entre le cheval et l'âne, et d'ailleurs, plus généralement, entre tous les animaux d'espèces différentes, qui prouve bien qu'on ne peut pas passer d'une espèce à l'autre. Alors Buffon donne d'autres arguments. Par exemple, il dit Aristote, donc dans les années 300 avant Jésus-Christ, 300 et quelques avant Jésus-Christ, décrit des animaux. On regarde les mêmes animaux aujourd'hui, c'est pareil. Ils n'ont pas changé en 2000 ans. Alors, au moment où Buffon écrit ces lignes, on imagine que la Terre a quelques milliers d'années, tout au plus. Donc si ça n'a pas changé en 2000 ans, Buffon dit, il n'y a pas de raison que ça ait changé beaucoup plus en 6000, 7000, 8000 ans. Au moins, on aurait vu au moins un petit peu des choses entre Aristote et nous. Donc, on n'a rien vu, donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de changement avec le temps. Donc barrière d'espèces. Bon, il donne d'autres arguments, des arguments scientifiques assez convaincants, en tout cas dans le contexte de l'époque. Alors, donc finalement, Buffon, de manière assez claire, introduit l'hypothèse transformiste, la théorie de l'évolution, ce qui est... Alors, il n'est pas le premier, il y a Maupertuis, juste avant lui, qui a, mais de manière beaucoup plus courte, introduit la même hypothèse. Buffon, là, le fait quand même d'une manière très précise, très argumentée, mais de manière assez frustrante pour nous qui voyons ça depuis le XXIe siècle, où la théorie de l'évolution est quand même une innovation scientifique majeure. Immédiatement, Buffon réfute cette hypothèse transformiste. Alors, on a eu des lectures assez diverses de ce texte. On s'est dit, est-ce que Buffon n'avait pas adopté un double langage? C'est-à-dire qu'en réalité, il aurait cru à l'évolution. Donc c'était la première partie de son texte aurait été ce qu'il croyait vraiment, et puis ensuite tout l'argumentaire aurait été
quelque chose destiné à se protéger d'une éventuelle censure religieuse par exemple. Et effectivement, il se trouve qu'en 1753, dans ce volume 4 de l'Histoire naturelle, Buffon essaye de clore un différend qu'il a eu avec la Sorbonne, qui est à l'époque l'autorité de censure, la faculté de théologie, parce que ses premiers volumes, donc parus 4 ans plus tôt, en 1749, ont suscité des oppositions sur un plan religieux. Notamment pour ses théories géologiques, on lui a dit c'est pas du tout conforme au récit de la Genèse, et donc Buffon a dû montrer patte blanche sur ce plan-là. Donc on pourrait dire, on pourrait se poser la question, est-ce qu'en 1753, il ne prend pas des précautions oratoires pour éviter ce genre de tracas, et en réalité donc il croirait à l'évolution. Alors c'est souvent une idée qui a été avancée à partir de la fin du XIXe siècle, quand, après Darwin, la théorie de l'évolution s'est répandue, et qu'en France, on a un peu cherché des antécédents à Darwin. Alors on a un peu exhumé Lamarck à l'époque, mais on a exhumé aussi Buffon. On dit, vous voyez, Buffon, il avait, avant Darwin, avant cet anglais, parce qu'il y avait toujours un petit côté un peu nationaliste, Buffon, il avait déjà proposé la théorie de l'évolution. Et donc à ce moment-là, on a dit, mais en fait, il y croyait, simplement, il a tenu un langage prudent à l'égard des autorités religieuses. C'est une idée qu'on trouve encore assez souvent, Buffon précurseur de la théorie de l'évolution, justement avec en arrière-plan cette hypothèse du double langage. C'est une hypothèse qui en fait ne tient pas trop la route, il faut le dire, parce que l'argumentaire de Buffon est très construit, et surtout il est convaincant et il réapparaît tout au long de l'histoire naturelle et il s'accorde bien avec ce qu'il dit par ailleurs de Linné. Par exemple, dans la première partie du texte, dans le texte que je vous ai lu, Buffon parle de famille. Il dit si on pouvait, sur la base de similitudes morphologiques, on pouvait dire que l'âne et le cheval appartiennent à la même famille. Là, il emploie un terme utilisé par les gens comme Linné, qui font des classifications. On pourrait dire que, du coup, tous les animaux proviennent d'une même souche. Donc c'est une sorte de raisonnement par l'absurde que Buffon fait ici. Ce qu'il est en train de faire, c'est prêter à des gens comme Linné une idée qu'ils n'ont pas. Parce que Linné, il est à des années-lumière de la théorie d'évolution. Pour Linné, la classification des êtres, toutes ces catégories, ces classes, ces ordres, etc., ça n'a pas du tout une connotation évolutionniste. C'est simplement l'ordre de la nature, telle qu'elle a été créée par Dieu. Linné est un chrétien fervent. Mais Buffon, il dit, si vous dites ça, si vous faites des classes, des familles, d'une certaine manière, c'est comme si vous disiez que tous les animaux ont une souche commune. Quand Buffon dit ça, c'est un peu de la mauvaise foi. Ou alors, soit il n'a pas compris du tout ce que dit Linné, soit il a bien compris, mais il fait semblant de ne pas comprendre, en prêtant à Linné des idées qu'il n'a pas. Et donc, Buffon dit, si vous admettez ces familles, ces groupes supérieurs à l'espèce, d'une certaine manière, ça vous fait admettre le transformisme, le passage d'une espèce à une autre. Or, on ne peut pas passer d'une espèce à une autre. Et donc c'est une sorte de c'est un texte très bizarre parce que par un raisonnement par l'absurde, il arrive à la fois à formuler la théorie de l'évolution, qui n'a pas du tout été formulée par les Linnéens, et en même temps à la réfuter 2 pages après. Donc en définitive, on voit ici que Buffon a un rôle assez ambigu, si on considère l'histoire de la théorie de l'évolution sur le long terme. C'est-à-dire qu'à la fois, il la met sur le devant de la scène, comme jamais. Je vous dis, il y a des textes antérieurs à Buffon où il est question de théorie d'évolution, mais qui n'ont pas du tout le même retentissement. C'est des textes à diffusion vraiment beaucoup plus restreinte et beaucoup moins argumentée que celui de Buffon. Là, vraiment, on est dans le phénomène éditorial de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, dans le domaine des sciences, si vous voulez. Donc tout le monde va lire ça à travers l'Europe. Et en même temps, finalement, Buffon ne l'accepte pas, cette théorie de l'évolution. Il la diffuse, il en diffuse l'idée, mais il la rejette. Et on a bien ici, on a souvent des situations comme ça un petit peu paradoxales en histoire des sciences où un auteur finalement a eu une influence qu'il n'avait pas soupçonnée au départ. C'est exactement ce qui se passe, parce qu'à partir du moment où Buffon a mis ça sur le tapis,
eh bien, cette théorie de l'évolution, elle va vivre sa vie, elle va être reprise par d'autres auteurs. Quelques décennies après Buffon, il y a Lamarck, qui est d'ailleurs un proche de Buffon, qui est un disciple de Buffon, et qui, lui, va prendre ça au pied de la lettre. Et donc, il va créer lui-même sa théorie de l'évolution, avec vraisemblablement l'influence de Buffon en arrière-plan. Mais une influence, finalement, pas assumée du tout. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. J'ai sans doute déjà été beaucoup trop long. Je vous remercie de votre attention. J'espère vous avoir montré donc un petit peu l'importance de ce personnage. J'espère que j'ai été assez clair. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Des questions à poser à M. Schmitt sur... Excusez-moi, je ne vous entends pas bien. Je peux me rapprocher. Ah, vous avez le micro. Passer à Monsieur Giraud. Est-ce que Buffon a eu beaucoup de contradicteurs à part, disons, les gens plus catholiques qui ont peut-être admis sa théorie, mais en dehors de ça, il a eu beaucoup de contradicteurs? Oui, il a eu beaucoup de contradicteurs. Alors, bon, moins que d'autres figures des Lumières, parce que lui, il était puissant, il était en poste, et donc il était plus difficile de l'attaquer que des gens comme, je sais pas, comme Rousseau ou Diderot, par exemple. Mais il a eu des contradicteurs. Beaucoup de gens lui ont reproché dès cette époque, justement, de s'attaquer à Linné, parce que Linné commençait à avoir de l'influence, et donc beaucoup de gens se sont un peu émus du traitement que Buffon lui réservait. Bon, et puis sur toutes ces théories particulières, sa théorie cosmologique, sa théorie de la reproduction, il a connu des contradicteurs, effectivement, en France et à l'étranger. Alors, il faut dire quand même que ça a complètement explosé après sa mort. Tant qu'il a été en vie, ces contradicteurs sont restés assez discrets, surtout en France, mais même à l'échelle de l'Europe. Mais par contre, après 1788, là, ça s'est déchaîné. Et avec la Révolution, encore plus, parce que Buffon est alors apparu un peu comme une figure de l'Ancien Régime, et donc on l'a accusé de pas mal de maux. Justement, on l'a accusé à ce moment-là d'avoir empêché les progrès du linnéisme en France, à une époque où, justement, là, pour le coup, le linnéisme a complètement explosé en France, donc dans les années 1790. Et donc, à ce moment-là, il est devenu une figure très polémique, tout en gardant, cependant, des noyaux de partisans extrêmement actifs. Et justement, Lamarck faisait partie de ces buffoniens qui persistaient dans leur attachement à la pensée buffonienne après sa mort. Mais pour parler de l'Église, parce que votre question faisait référence à l'Église, même à l'intérieur de l'Église, c'était très... Enfin, il ne faut pas s'imaginer l'Église de l'époque, là je parle dans les années 1740-50, comme quelque chose de monolithique. Et de manière très significative, quand les 3 premiers volumes de Buffon sont parus, il a eu une critique absolument élogieuse dans le journal de Trévoux, qui était l'organe des Jésuites. Et peut-être cet éloge, justement, a provoqué immédiatement chez les jansénistes une réaction de rejet absolu. Et donc, quelques mois plus tard, les jansénistes ont publié, quant à eux, une critique absolument dure de l'histoire naturelle de Buffon, enfin en disant en substance qu'il était hérétique, quoi. Et c'est probablement à la suite, justement, de cet article des jansénistes que la Sorbonne a déclenché des poursuites. Mais initialement, les jésuites, eux, ils n'avaient rien trouvé à redire, curieusement. Qui a été le successeur de ce personnage aussi célèbre après son décès? C'était une position difficile à prendre, justement du fait de ses positions très, très arrêtées, très originales.
vous voulez dire à la tête du Jardin du Roi? Oui, alors c'était un personnage qui s'appelle la Billarderie, qui n'a pas laissé une empreinte très profonde dans l'histoire. Buffon avait un fils, Buffonet, à qui il aurait bien voulu transmettre la charge, mais il se trouve que Buffonet était... n'était pas adapté à la... Buffonet, pour vous donner... Rivarol disait de lui que c'était le plus pauvre chapitre de l'histoire naturelle. Donc, comment ça veut dire les choses à l'époque. Et donc, Buffonet n'a pas succédé à Buffon, donc c'est un aristocrate en fait qu'on a mis à sa place, mais en fait qui est parti très vite parce qu'à la Révolution, le Jardin du Roi est tout de suite devenu muséum d'histoire, enfin en 1793 il a été transformé en muséum national d'histoire naturelle, et là on entre dans une autre histoire. Et Daubenton par contre a joué un rôle majeur dans ce basculement. Comment faisait-on à l'époque pour échanger des informations qui ont permis à Buffon de commenter et de représenter des animaux, notamment des oiseaux, de tous les continents de la planète? C'était des échanges entre savants? C'était des échanges. Des images qui circulaient, c'était quoi? Alors c'était des mémoires, des images et des objets. On ne s'imagine pas aujourd'hui le réseau d'information, l'efficacité du réseau d'information de ces gens-là. Alors, ça commence à la Renaissance. Hein, les réseaux d'échanges en histoire naturelle, dès l'époque de Gessner, donc là on est au XVe siècle, hein, on a des réseaux très actifs, mais à l'époque, au XVIIIe siècle, ça explose. Et Buffon avait un réseau... Alors, pas partout dans le monde. On voit qu'il y a certaines zones qui sont surreprésentées. Par exemple, la Guyane, où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de Français qui vont en Guyane, forcément. La Réunion, enfin, partout là où il y a des Français, en fait, on a des correspondants de Buffon, donc qui lui envoient, pour certains, massivement, des caisses d'objets, mais aussi des mémoires. Et le fait que l'histoire naturelle... Moi, j'ai un peu étudié ça, justement, la manière dont Buffon rassemble l'information. Donc, c'est une information déjà trouvée dans les livres, à la base, hein, et c'est revendiqué comme tel. Il a épluché la totalité des ouvrages de naturalistes et des récits de voyage pour en tirer toutes les informations. Mais une fois ce fonds épuisé, eh bien, il a fait appel à des correspondants, et les gens, à partir du moment où Buffon est devenu célèbre, les gens, c'était un petit peu comme une revue, si vous voulez, le courrier, il y avait une sorte de courrier des lecteurs. C'est-à-dire, les gens écrivaient à Buffon, ils disaient, vous avez dit que le chat, je sais pas quoi, mais en fait, moi, mon chat, j'ai bien remarqué qu'il faisait pas du tout comme vous dites, et donc, Buffon, dans les suppléments, il publiait des extraits de lettres de ces gens, comme ça, qui lui envoyaient des informations nouvelles. Et puis après, il y avait des gens plus expérimentés, des naturalistes semi-professionnels, qui, eux, partaient en Guyane, dans les îles, et qui ramenaient des choses à Buffon, parfois à sa demande, parfois de manière spontanée. Bien, mais écoutez, je crois que nous allons vous remercier vivement de cette Merci à vous. Découverte de l'atmosphère scientifique autour de Buffon, qui était vraiment tout à fait passionnante. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'ai peur que vous ayez été gêné par l'ordinateur. Non, ça va. Faire réaliser, je tiens à vous le dire. Oui. Non, mais